Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Renault. Qui n'a pas un souvenir lié à une voiture Renault ? Plus qu'une marque, Renault fait partie du patrimoine français et son histoire est intimement liée à celle de la France du XXe siècle. Depuis ses débuts modestes au tournant de 1900 jusqu'à son statut actuel de groupe automobile international, Renault a traversé les guerres, les crises et les révolutions industrielles, tout en restant proche du quotidien des Français. Dans cet épisode, nous allons parcourir l'épopée de la marque aux losanges, de sa création à l'an 2000. Comme d'habitude, bien sûr, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Réquisitionner, c'est obliger quelqu'un ou une entreprise à donner ou utiliser ses biens, des véhicules, des bâtiments, pour les besoins de l'État, souvent en période de guerre ou de crise. Une berline, c'est un type de voiture avec un toit fixe, 4 portes et souvent un coffre séparé. La privatisation, c'est le fait de transférer une entreprise ou un service public vers le secteur privé. Maniable, c'est facile à diriger, à manipuler, à faire bouger. On parle souvent de l'aspect maniable d'un objet ou d'un véhicule. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La nuit du 24 décembre 1898, Louis Renault, alors âgé de 21 ans, fait une démonstration spectaculaire à Montmartre. Il grimpe la rue Le Pic avec sa première création, la voiturette type A, dotée d'une boîte de vitesses révolutionnaire. Succès immédiat. 12 commandes signées le soir même. Cet exploit lance l'aventure Renault. En février 1899, la société Renault Frères voit le jour. Louis, inventeur génial, s'occupe de la technique, tandis que ses frères Marcel et Fernand gèrent l'administratif. Rapidement, les modèles Renault se distinguent par leur légèreté, leur robustesse et surtout cette boîte à prise directe, véritable innovation mécanique. Dès les années 1900, Louis et Marcel s'illustrent en compétition automobile, un excellent vecteur de notoriété. En 1902, Marcel remporte la Paris-Vienne, mais en 1903, il meurt lors du Paris-Madrid, poussant Louis à quitter les circuits. Renault mise alors sur les pilotes professionnels, tout en développant son image de marque fiable et performante. Visionnaire, Louis Renault comprend aussi l'intérêt des véhicules utilitaires. En 1905, il vend 250 taxis à la Compagnie des automobiles de place. Ces véhicules deviennent célèbres en 1914 sous le nom des taxis de la Marne, réquisitionnés pour transporter 6000 soldats vers le front. Ce coup d'éclat renforce le prestige de Renault, symbole d'innovation et de patriotisme. Dès le début de la Première Guerre mondiale, Renault se consacre à l'effort national. Louis Renault reste à la tête de ses usines et réoriente la production. Obus,
moteurs d'avion, véhicules militaires. En 1917, il conçoit le char FT-17, léger, maniable et doté d'une tourelle rotative, une première mondiale. Ce blindé joue un rôle décisif dans les offensives de 1918. À l'issue du conflit, la marque Renault est reconnue comme un acteur stratégique. Louis reçoit la Légion d'honneur et, en 1919, le logo de la marque intègre l'image stylisée d'un char. Après la guerre, Renault devient société anonyme en 1922. L'entreprise élargit sa gamme. Petites voitures accessibles, modèles de prestige, camions et bus. En 1925, le célèbre losange devient le logo officiel. Mais la concurrence s'intensifie, notamment avec Citroën, adepte des méthodes de Ford. Renault modernise alors ses méthodes, travail à la chaîne, chronométrage et construction de l'usine géante de L'Isle-Seguin en 1929. Cette modernisation provoque des tensions, des grèves. Renault devient, malgré elle, un terrain d'expérimentation sociale, avec des avancées, comme les congés payés. La crise de 1929 frappe durement l'automobile. Renault réduit ses coûts et innove encore. En 1937 sort la Prima 4, berline familiale abordable. Mais, à la fin des années 1930, la menace d'un nouveau conflit pèse sur l'Europe. En 1940, la France est occupée. Les usines Renault sont réquisitionnées et produisent pour la Wehrmacht. Louis Renault, forcé de collaborer, est arrêté à la Libération. Il meurt en prison en octobre 1944. En 1945, le gouvernement nationalise l'entreprise, devenue la Régie nationale des usines Renault. Une nouvelle page s'ouvre. À la sortie de la guerre, la France est à reconstruire. Renault, désormais nationalisé, a pour mission de motoriser le pays. Sous la direction de Pierre Lefaucheux, la marque lance dès 1946 la 4 chevaux, première voiture accessible à grande échelle. Petite, ronde et économique, elle devient un symbole de modernité pour les classes moyennes. Produite à plus d'1 million d'exemplaires, elle dépasse même la coccinelle dans les premières années d'après-guerre. Dans les années 50, Renault enchaîne avec la Dauphine qui s'exporte jusqu'aux États-Unis. Puis vient la 4L, une voiture tout-terrain, pensée pour tous les usages. Elle s'impose comme un phénomène de société. Plus de 8 millions d'exemplaires vendus dans le monde, de 1961 à 1992. C'est la voiture des familles, des étudiants, des campagnes comme des villes. En 1965, Renault bouleverse à nouveau le marché avec la Renault 16, première grande berline. Élue voiture européenne de l'année en 1966, elle inaugure le concept de berline à vivre. Cette innovation marque une orientation claire, des voitures pratiques, pensées pour la vraie vie. Mais Renault n'est pas qu'une usine, qu'une marque de construction. C'est aussi un acteur social. L'usine de Billancourt devient un foyer de lutte. Grève emblématique en mai 68, mobilisation pour le droit des ouvriers, expérimentation de nouveaux acquis sociaux. Parallèlement, à l'international, la marque pose ses premiers jalons. Usine en Espagne, partenariat en Amérique du Sud, implantation au Maghreb. L'ambition
de devenir une marque mondiale commence à prendre forme. Les années 1970 s'ouvrent avec une prise de conscience. Les voitures doivent être plus compactes, moins gourmandes. Renault anticipe avec la R5, une petite citadine moderne et maligne. Son look sympa et sa sobriété séduisent un large public. Elle devient un best-seller mondial. Un peu plus loin dans le temps, en 1984, Renault crée l'Espace, le premier monospace européen. Pensé comme un salon sur roues, il révolutionne l'automobile familiale. Une nouvelle ère s'ouvre, celle de la modularité, du confort, de la voiture conçue pour la vie quotidienne. Mais l'entreprise traverse aussi des zones de turbulence. En 1984, Renault est au bord de la faillite. Le gouvernement nomme Georges Besse, qui engage une restructuration sévère. Suppression de postes, recentrage de la gamme, rigueur budgétaire. En 1986, Besse est assassiné par un groupe terroriste. Ce drame illustre les tensions sociales de l'époque. Renault se redresse et entre dans une phase de transformation. L'État prépare la privatisation. De 1990 à 1996, l'entreprise passe d'un statut public à celui de société anonyme. En 1996, la privatisation est officielle. Renault doit désormais affronter seul la mondialisation. Renault cherche à s'implanter durablement hors de France. Après un échec de fusion avec Volvo, la marque change de cap. En 1999, Renault conclut une alliance majeure avec Nissan, en grande difficulté à l'époque. C'est un pari audacieux qui portera ses fruits. Parallèlement, la marque rachète Dacia en Roumanie et prend une participation dans Samsung Motors en Corée du Sud. Le rachat de Dacia se révèle stratégique. En 2004, la Logan démocratise l'automobile low cost avec un succès foudroyant en Europe de l'Est et sur les marchés émergents. Renault devient ainsi un acteur incontournable dans plusieurs segments et territoires, en alliant robustesse, simplicité et accessibilité. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de l'histoire de la marque Renault.